Chers téléspectateurs Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau fabuleux destin, toujours avec ma binôme, ma complice, mon amie Isabelle Didier-Olliel. Bonsoir Isabelle. Salut Yalit. Comment tu vas? Très bien. Alors tu as vu que j'ai pas dit fabuleux destin de femme. Oui. J'ai dit fabuleux destin parce que ce soir, on déroge à la règle Isabelle. On va proposer à nos téléspectateurs un fabuleux destin d'homme, dis-nous tout. Oui, alors ce soir, Galit, on a eu envie de se faire plaisir. C'est vrai, on va présenter un long et fabuleux destin, un destin un musical, on va dire. Et puis c'est vrai que je sens déjà, j'ai les lèvres qui brûlent de fredonner tout son répertoire. Parce que vraiment, on va chanter ce soir. Parce que pour moi, il est formidable, c'est bien évidemment Monsieur Charles Aznavour. Le grand Charles Aznavour, chanteur, conteur d'histoires, jongleur des mots, un artiste complet. 70 ans de carrière, de règne même absolu sur la chanson française. Un génie insatiable, une machine à tubes vraiment inégalable. D'ailleurs, des tubes qui ne se sont jamais démodés, qui ne se démoderont jamais. Charles Aznavour, il est immortel à travers ses chansons. Et il était d'ailleurs convaincu de l'être. Il s'est éteint à 94 ans, alors qu'il s'était fait la promesse de monter sur scène et de fêter ses 100 ans sur scène. Exactement. Alors oui, tu l'as dit, Charles Aznavour, c'est 70 ans de règne, c'est 1300 chansons, 800 écrites et coécrites. Et puis les autres, il les a trouvées, il les a senties, il savait que ça allait faire du succès. Et il les a chantées partout dans le monde, vraiment traduits en plusieurs langues, un génie passionné, viscéralement attaché à la vie, à cette vie que l'on va essayer de retracer ce soir. Il faudrait évidemment plusieurs émissions pour parler un cycle pour parler de la longue et fabuleuse vie de Charles Aznavour. Alors, Charles Aznavour, c'est, je lis, Charnoux Varinag Aznavourian, qui naît dans un hôpital pour indigents à la clinique Tarnier, au 89 rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, au sein d'une modeste famille d'artistes. Ne parvenant pas à écrire correctement le prénom Chanour, qui n'était d'ailleurs vraiment à l'époque, bien sûr, pas reconnu par la loi, c'était pas légal, par la loi française, la sage-femme de la clinique déclare le bébé à l'état civil sous le nom de Charles. Et oui, c'est ça. Et donc son père, Mamigon Aznavourian, surnommé Micha, est arménien. Il est né en 1897 en Géorgie. Et il est le fils de l'un des cuisiniers du gouverneur d'Arménie. Et sa mère, Gnar Bagdassarian, elle est issue d'une famille de commerçants. Ils se sont rencontrés à Constantinople. Alors Micha se produit parce c'est un chanteur baryton. Et puis elle écrit des articles dans une revue qui s'appelle Spectacle, d'un journal donc arménien. Elle a 19 ans et lui, il a 24 ans. Alors, 2 enfants vont naître donc de cette union. Une fille est née, Aïda, née en janvier 1923 à Salonique. Alors, Salonique, c'est là où il se réfugie, parce qu'à l'époque, donc, on est dans les années 20, les Arméniens sont assez persécutés. Donc, il se réfugie donc à Salonique, alors qu'il fuyait donc le génocide arménien de 1915. Aïda deviendra l'épouse du compositeur Georges Garvarentz, qui deviendra lui le principal collaborateur de Charles Aznavour. Charles Aznavour, qui lui est né un an plus tard, en 1924, à Paris, on l'a dit, où ses parents avaient débarqué comme apatrides, vraiment pour un moment. Ils étaient là en transit, dans l'attente d'un visa pour les États-Unis, puis finalement ils resteront à Paris. Exactement, oui, c'est ce qui devait être une escale, et bien justement va durer, et la famille s'installe définitivement en France. Et donc le père Micha Aznavourian, lui, donc comme on a dit, ancien baryton, il travaille dans un petit restaurant de son père, un restaurant arménien dans le 5e arrondissement de Paris, et il ouvrira plus tard son propre restaurant, le Caucase, le même nom que
le restaurant de son père, le Caucase aussi dans le 5e arrondissement, la rue de la Huchette. Alors là, il chante pour les exilés, comme lui, hein, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, avec sa femme, comédienne. Et alors là, c'est là qu'ils élèvent Charles et Aïda, dans une atmosphère de musique, de théâtre, au milieu de nombreux artistes, hein, qui fréquentent le restaurant du papa à ce moment-là. Alors, les Aznavourians n'ont pas grand-chose, mais ils le partagent. Ils aiment le partager. Le père, comme tu l'as dit, joue de la musique. Charles est au piano. La maman sert les plats en dansant. L'ambiance est très joyeuse. Et ce qui tient vraiment le ciment de cette famille, c'est l'amour. L'amour, tient une place prépondérante, c'est très important dans la vie. C'est très important, c'est vrai, mais alors cela, évidemment, ne suffit pas à faire marcher les affaires, et malheureusement, le restaurant fait faillite, et Micha donc va ouvrir un café aussi, rue du Cardinal Lemoine, alors juste en face de l'école des enfants du spectacle, alors une école réputée pour ses classes aménagées, aux horaires aménagés, et Charles y est inscrit, lui, c'est à l'âge de 9 ans qu'il prend là aussi le nom de scène, Aznavour, hein, et puis il commence au théâtre du Petit Monde, une petite carrière de chanteur, de comédien. Il quitte l'école à l'âge de 10 ans, très tôt, hein, parce que à cette époque, l'école était payante et il n'avait pas les moyens de payer. Donc, Charles quitte l'école très tôt. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va souvent aborder tout au long de sa vie, hein, comme un regret, quelque part. Et puis, d'ailleurs, il disait, Charles, il racontait une anecdote. Quand il avait rencontré Jean Cocteau, il lui demandait qu'est-ce que je pourrais lire, parce qu'il voulait évidemment s'instruire. Et Jean Cocteau lui avait donné une liste de 25 bouquins. Eh bien, il les lira tous et voilà, il va s'inscrire tout au long de sa vie. C'est un autodidacte. Voilà. Alors, vers l'âge de 12-13 ans, donc là, vraiment, on parle, tu as dit, il a quitté l'école à 10 ans. C'est vraiment un enfant. Hein. Aujourd'hui, les enfants de 12-13 ans, ce sont des enfants. Alors, vers l'âge de 12-13 ans, le très jeune Charles est déjà engagé au Casino de Paris et à l'Alcazar. Alors, ce sont deux cabarets de l'époque. On lui demande s'il sait danser. Charles répond qu'il sait tout faire. Et même de la danse classique. Alors, il a besoin de travailler, il a besoin de gagner sa vie, il en est déjà conscient, si jeune. Il ramène donc une partie de son salaire à la famille et le reste, c'est ce qui lui sert donc d'argent de poche. C'est la règle chez les Aznavour. Et le petit Charles c'est un fan aussi. Il est fan de Maurice Chevalier, il est fan de Charles Trenet, qui deviendra d'ailleurs vraiment son modèle. Il aime les chansons gaies de Charles Trenet, mais il aime aussi les chansons qui ont du fond. Et avec sa sœur Aïda, ils vont au cinéma. Ils sont fans de cinéma et ils découvrent Charlie Chaplin et les comédies musicales. Ah oui, mais voilà. Et puis malheureusement, là, on est en 1939 et la guerre, elle va venir briser cet équilibre et cette fusion familiale. Alors le père de Charles, lui, veut remercier la France absolument de l'avoir accueilli et espère obtenir évidemment la naturalisation. Et il quitte Paris pour rejoindre un groupe d'engagés volontaires étrangers. Et puis voilà, il rentrera quelques mois plus tard, le seul à avoir survécu de ce groupe-là. Oui. C'est le seul à avoir survécu. Ils sont tous morts et c'est le seul. Ils sont tous morts, voilà. Et donc, pendant toute l'occupation, le modeste appartement de la butte Montmartre, où tous les Aznavour habitent à présent, est un repère de la résistance, hein, une planque pour les immigrés russes, arméniens et juifs. Et pendant 3 ans, les Aznavour vont cacher des juifs et d'autres, évidemment, exilés au péril de leur vie. Et ce qui vaudra, évidemment, alors à Charles de recevoir en 2017, hein, des mains du président de l'époque, Ruby Rivlin, la médaille Raoul Wallenberg, et d'être honoré pour les bonnes actions de sa famille. Alors oui, des actions de résistance très importantes puisque les parents de Charles, Micha et Knarr, sont proches de l'intellectuel communiste et grand résistant Missak Manoukian, qui est à la tête donc d'un groupe de résistants qui a à son actif plus de 70 attentats et actes de sabotage contre les Allemands. Manoukian sera malheureusement, lui, arrêté et exécuté avec 21 de ses camarades le 21 février 1944. Eh oui. Alors pendant cette période sombre de la guerre, Charles, lui, est chargé évidemment de subvenir aux besoins de sa mère, de son frère, et de son père et de sa sœur, mais aussi de ceux qui sont cachés par ses parents. Et pour ça, il n'hésite pas à faire du marché noir. Hein, il va vendre du chocolat. Il raconte même qu'il va vendre des bas, des collants aux Allemands. Alors c'est aussi pendant la guerre, en octobre 1941, sous l'occupation,
qu'il intègre une compagnie théâtrale avec laquelle il va jouer pendant 1 an et demi dans toute la France occupée au nord de la ligne de démarcation. Ouais, et c'est cette même année, en 1941, qu'il rencontre Pierre Roche, un pianiste, compositeur et directeur de l'école du music hall avec lequel il se lie vraiment là d'amitié. Ils vont former le duo Roche et Aznavour et ils se produisent dans différents galas. Leur duo est très moderne, ils apportent un peu des couleurs différentes, un rythme différent et même... ils chantent des chansons que la jeunesse attend un peu à l'américaine. Ils ont moins de 20 ans, faut le dire. Oui, voilà, c'est ça, ils sont jeunes. Et puis, donc, ils chantent des chansons voilà, que la jeunesse attend. Et ils créent un petit public qui vient les écouter. Alors, Roche et Aznavour vont courir, évidemment, le cachet jusqu'à la Libération. Ils sont très différents, mais très complémentaires. Parce que si Roche, c'est un aristocrate, eh bien, Charles, lui, c'est un enfant de la rue. Roche est grand, Charles est petit, il fait 1m60, Charles Aznavour. Et puis, un est beau, et puis l'autre ne correspond pas vraiment au canon de beauté de l'époque. On peut même dire qu'il avait un physique ingrat. Ouais. Alors, pourtant, en 1946, lors d'une émission en public qui leur est proposée par Francis Blanche, c'est Charles que va remarquer la star, la grande star du moment, la grande Édith Piaf. Et cette rencontre est vraiment déterminante. Elle va déterminer une grande partie de la carrière, en tout cas du début de la carrière de Charles Aznavour. Édith Piaf va le prendre sous son aile. Elle va prendre sous son aile ce jeune homme de 22 ans qu'elle surnomme le génie con. Et c'est une vraie complicité qui va se créer entre les deux artistes. Une complicité forte, sincère. Il faut noter, parce que c'était aussi rare pour la grande Édith Piaf, qu'entre eux, il n'a jamais été question d'histoire d'amour. Ils n'ont jamais couché ensemble. Non. Il racontait d'ailleurs que c'est parce qu'elle voulait pas. Elle n'a pas voulu, finalement. Ah, lui, ouais. Mais en tout cas, non, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le cœur de Charles bat pour une autre, Micheline, une jeune femme de 16 ans, très jeune, et qui, 1 an plus tard, en 1947, va lui donner son premier enfant, une petite fille qui s'appelle Patricia, de son nom français, mais Seda, de son prénom arménien. Alors, mais Charles, lui, n'a qu'une priorité, c'est de faire carrière. Donc là, avec Pierre Roche, ils acceptent la proposition d'Édith Piaf et ils partent avec elle pour une grande tournée en France et aux États-Unis, alors qui va s'étaler entre 1947 et 1948. Et en 1948, le duo vont poser bagages au Canada, au Québec, et se produit dans un célèbre cabaret local, au Faisan Doré. Et ils vont jouer pendant 40 semaines, ils vont y donner 11 concerts par semaine. Et voilà, ça commence un peu pour eux. Alors, au bout de cette aventure, Pierre Roche, lui, tombe amoureux et choisit de poser ses bagages au Canada avec une jeune chanteuse dont il est tombé amoureux. Et c'est après 8 ans donc, de complicité, déjà, même s'ils sont encore jeunes, que le duo se sépare. C'est à ce moment-là que Édith Piaf va encourager Charles Aznavour à poursuivre une carrière en solo. Et elle l'intègre à sa tournée en tant que régisseur et chanteur pour faire sa première partie. Oui, alors Charles commence bien sûr une période intime dans l'ombre d'Édith Piaf. Il va être son secrétaire, son chauffeur et même son confident aussi. Alors c'est Édith Piaf aussi qui va lui conseiller, parce que très complexé par son grand nez, Charles à cette époque, elle va lui conseiller de pratiquer, d'aller faire une rhinoplastie à New York en 1950. Déjà, très bon conseil, parce que ça va changer un petit peu, ça va améliorer un petit peu ce physique. Et puis, petite anecdote, Isabelle, en 1949, peu de temps après l'indépendance de l'État la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, Aznavour vient chanter, fait une petite tournée dans des cabarets de Tel Aviv. Il reviendra plusieurs fois se produire ici en Israël. Alors, le jeune Charles écrit frénétiquement des chansons pour Piaf, mais pour d'autres chanteurs aussi. D'autres chanteuses, d'autres chanteurs, même si Piaf, c'est vraiment sa muse. C'est elle elle l'inspire en quelque sorte. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Il est même un petit peu. Il a un petit peu cette arrogance. Il est sûr de lui. Il est sûr de son talent. Il ne doute pas. Il est sûr que le succès est à portée de main et qu'il va venir. Il a 26 ans. Il a déjà 16 ans de carrière derrière lui. Il est divorcé de la jeune Micheline qui lui avait donné donc sa première fille. Il se sent libre. Ne lui manque qu'une chose finalement, être reconnu
comme un artiste à part entière. Et oui, effectivement. Et alors, au début donc, des années 50, la notoriété arrive doucement, hein, et avec elle eh bien, viennent les premières critiques, évidemment. Les journalistes pointent du doigt sa voix nasillarde, son manque de puissance vocale, son physique irrite, sa gestuelle dérange, et la presse le qualifie de petit homme, petit chanteur. Alors, c'est après une soirée et un spectacle, d'ailleurs, que Aznavour va écrire un lucide sur une feuille de papier qu'il va d'ailleurs conserver très longtemps dans la poche de son veston. Il va marquer quels sont mes handicaps, ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d'instruction, ma franchise, mon manque de personnalité, ma voix. Mais impossible de la changer. Les professeurs que j'ai consultés sont catégoriques. Ils m'ont déconseillé de chanter. Je chanterai pourtant, quitte à m'en déchirer la glotte. Et d'une petite dixième, je peux obtenir une étendue de 3 octaves. Et donc, je peux avoir la possibilité d'un chanteur classique, malgré le brouillard qui voile mon timbre. Et donc, voilà, considéré comme son handicap majeur, hein, cette voix différente, caverneuse, mélancolique, indéfinissable finalement. Cette voix qui aujourd'hui indissociable évidemment de son succès, qui est reconnaissable entre toutes. Alors oui, parce qu'il avait, il parle de handicap parce qu'il avait un problème à une corde vocale. Oui, ils appelaient ça le laryngite. Oui, enfin, il avait un problème à une corde vocale. Donc les années 50, comme tu le disais, sont effectivement des années difficiles. Même si son nom circule dans le milieu artistique et de la musique, il est encore loin d'être une vedette. Les stars du moment, c'est Trenet, Brassens, Brel, Montand, Bécaud. Ils occupent tous le haut de l'affiche. Et pour Charles Aznavour, c'est long, c'est difficile, il rame. Ouais. Et quand il est sur scène, il inspire au mieux l'indifférence du public et au pire une franche hostilité, le pauvre. Aujourd'hui, on n'imagine pas ce que ça a pu être comme douleur. Pourtant, en 1953, alors qu'il se produit donc au casino de Marrakech, Jean Baudet, directeur du Moulin Rouge, le remarque et l'engage. Et en 1954, il se produit donc pendant 3 mois dans le célèbre cabaret parisien. Et en 1955, alors qu'il fait la première partie de Sidney Bechet, Bruno Cocatrix lui demande d'écrire et de chanter une chanson qui sera son premier véritable succès, Sur ma vie. Oui, parce que c'est la première fois qu'il a écrit pour lui-même, il n'a pas écrit pour les autres. Et bien évidemment, on va se faire plaisir, hein, Galit. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot. Enfin, voilà, très très belle magnifique chanson. D'ailleurs, c'est une chanson qui a été chantée en duo avec Johnny Hallyday lors de la grande émission La Fête de la chanson française. Eh bien voilà, malgré les critiques, aussi bien sur sa voix que sur son physique, et qui mettent sa détermination évidemment à rude épreuve, il ne lâche rien, hein, parce que franchement, c'était très violent à l'époque. Hein, on disait petit, laid, nabot, infirme. Il a eu droit vraiment à tout. Vraiment, il a lutté. Oui, infirme parce qu'il portait des talonnettes. Il portait des talonnettes et il pensait que... il a eu droit à tout. Alors, en 1955, et 1956 sont 2 années pour lui qui sont quand même riches en succès. Et puis, il sort un album interdit aux moins de 16 ans, à cause notamment d'une chanson qui est jugée sulfureuse, Je veux te dire adieu, une chanson qu'il coécrit avec Gilbert Bécaud. Et chacun va enregistrer sa propre version. Quand Bécaud chante, je cite, « Es-tu mort dans ta vie pour tisser ma souffrance ?» Aznavour, lui, n'hésite pas à chanter « Es-tu mort dans sa vie pour tisser ta jouissance ?» Aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était osé et c'était même scandaleux. Donc, l'album est carrément censuré. Et Charles Aznavour commence, malgré tout, à bénéficier d'une une petite reconnaissance. Et puis, ça va aller crescendo, ça ne se démentira plus. On est en 1958. Et puis, il va tenter en parallèle de la chanson sa chance au cinéma, ça va pas mal lui réussir. Il va faire une belle carrière aussi d'acteur. Il décroche son premier grand rôle dans un film de Jean-Pierre Mocky, pour lequel il obtiendra l'équivalence, parce que les Césars n'existent pas, mais l'équivalence d'un César de l'époque. Oui. Alors, c'est précisément le 12 décembre 1960, le soir de sa première, que sa carrière va
véritablement décollé avec la chanson Je me voyais déjà. Alors, écrit quelques mois auparavant dans un bar de Bruxelles. D'ailleurs, comment dire, il a donné à Yves Montand, il a présenté à Yves Montand. Ah oui, mais il ne l'avait pas écrite pour lui. Il l'avait pas écrite pour lui, il avait écrit, il a donné à Yves Montand que lui, Yves Montand a refusé. Et donc, Aznavour va là, sur la scène, interpréter donc, cette chanson, mais dans une mise en scène vraiment audacieuse. Il est carrément dos au public. Et puis, il y a la musique, enfin, il y a la lumière, enfin, vraiment, il est dans une belle mise en scène. Et ça va vraiment, là où il s'avérait payante, parce que, alors que depuis le début du spectacle, le public est froid. L'artiste interprète cette chanson que tout le monde connaît, qui raconte l'histoire, évidemment, d'un artiste dont la carrière ne décolle pas. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que mon nom, que n'importe qui, mon nom c'est allé. Je me voyais déjà aduler les riches, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Alors voilà, à la fin de la prestation, les projecteurs sont braqués sur lui. Aucun applaudissement. Là, c'est froid. Il rentre en coulisses. Alors vraiment, Aznavour est découragé. Il est prêt même presque à abandonner. Et puis, quand même, il va retourner sur scène, saluer. Et là, c'est une salle. Salve d'applaudissements. Applaudit. C'est vraiment un grand triomphe. Et là, voilà, ça décolle. Il a 36 ans. Il a déjà 36 ans, ouais. Alors cette chanson, c'est une chanson importante dans la carrière de Charles Aznavour. C'était un appel au public teinté quand même avec un peu de colère. Il leur disait mais qu'est-ce que vous attendez pour me voir, pour me reconnaître. Je suis là, je veux être dans la lumière. Il avait l'impression. Lui était persuadé de son talent, sauf que personne, il y avait que lui qui en était persuadé à l'époque. Alors, il lui dit, d'ailleurs il le dit dans la chanson, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Alors bon voilà, enfin, avec cette chanson, Aznavour obtient la reconnaissance qu'il a tant attendue du public, mais aussi de la critique. Et après 27 ans de carrière quand même déjà, 27 ans de carrière, le voilà enfin devenu une star, la star qu'il estimait mériter d'être. Et qu'il était sûr de mériter, donc, et qui est désormais une valeur sûre du paysage artistique français. Oui, là, Galit, il n'arrête plus. Les années 60, il enchaîne les tubes. Tu te laisses aller en 60. Il faut savoir, les comédiens, la Mama. D'ailleurs, qu'il n'a pas écrit la Mama. Il a juste composé la musique. Je t'attends. Et pourtant, c'est une chanson considérée par les Américains comme un monument de la chanson populaire. C'est la folie, parce que toutes les chansons que tu dis là, c'est finalement les chansons qu'on connaît de Charles Aznavour. Et ça, c'est les années 60. Exactement, oui. Voilà, parce que tous, hier encore en 64, formidable en 64, que c'est triste Venise en 64, La Bohème en 65, La Bohème aussi, c'est une chanson qu'il n'a pas écrite, qu'il a, voilà, parce qu'il composait et il écrivait les paroles, parfois les deux, parfois seulement parfois, mais parce qu'on lui a posé la question, quelle est ta chanson préférée? Il a dit c'est celle que je n'ai pas écrite. C'est La Bohème. Ah oui. Voilà. Mais donc, Emmenez-moi en 67, désormais en 1969, des chansons qui font, pour la plupart, évidemment, référence à l'amour et au temps qui passe. Et en pleine vague yéyé, Charles Aznavour va écrire aussi pour deux grands chanteurs à cette époque. Il va écrire 2 grands succès à Johnny Hallyday, Retiens la nuit, en 61, et puis à Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser, en 63. Et puis aussi en 66, il offre à Mireille Mathieu un de ses premiers succès, Celui que j'aime, et puis il va lui en écrire d'autres, parce que bien sûr, il écrivait aussi pour les autres. Oui, surtout. Et alors, le 30 mars 1963, il donne une représentation unique au Carnegie Hall, donc de New York, où il interprète en anglais You've Let Yourself Go, la version donc en anglaise de Tu te laisses aller. Et oui, alors, Charles Aznavour, c'est bien évidemment une longue et belle carrière, Galit, mais si tu veux bien, on va s'arrêter un peu sur sa vie privée. Oui. Alors, on en a parlé, il a été marié brièvement à Micheline, avec qui il a eu sa fille aînée. Et puis, d'une relation extra-conjugale, il a eu aussi un fils, Patrick, qui est né en 1950, mais qui va reconnaître plus tard, en 1959, quand celui-ci avait 9 ans. Et malheureusement, il va mourir, il va s'occuper de lui, il va évidemment s'occuper de ses études, enfin, voilà. Et puis, en 1985, Patrick va mourir d'une overdose. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens de cette chanson, L'Aiguille, qui n'est pas très très connue. Non, je l'ai écoutée vraiment en préparant l'émission, je ne la connaissais pas. Oui, c'est une chanson, L'Aiguille, alors évidemment qui est un hommage à son fils qui est décédé d'une overdose, donc L'Aiguille, tu comprends bien. Oui, bien sûr. Alors, père de 2 enfants, Charles Aznavour, mais irréductible célibataire finalement, parce qu'un second mariage qui finit aussi par un divorce, sans enfant, celui-là. Et contre toute attente, le petit Charles, celui dont tout le monde moquait le physique, ingrat, etc., la taille, et pour tout dire, vraiment la laideur, est devenu un acteur et un chanteur séduisant. Séduisant, un homme qui plaît aux femmes. Alors les hommes, ça se bonifie avec l'âge, il paraît. Nous, on vieillit, eux, ils se bonifient. C'est comme ça que... Voilà, Puis le succès, ça attire, le succès, le pouvoir, enfin voilà. Donc ça devient un séducteur, un homme qui plaît aux femmes, un dragueur, qui séduit avec son charme, mais aussi avec son humour. À la question, l'humour est-il important ? L'amour est-il quelque chose d'important pour vous? Il répond, l'amour est primordial, on ne fait rien sans amour, on travaille par amour, on s'achète une cravate par amour, on se lave et on se rase par amour. L'amour, c'est ce qui ressort de ses chansons et c'est ce qui l'accompagnera toute sa vie. C'est ça, et après donc des années d'une vie sentimentale chaotique, où il s'est un peu amusé, Charles Aznavour fait un soir la connaissance d'une jeune Suédoise. Elle n'a jamais entendu parler de lui, donc voilà. Elle ne le connaît pas. Elle tombe amoureuse de lui, elle a 22 ans, et lui, il en a 40 quand même à ce moment-là. Et donc, lui, il vient de rencontrer la femme de sa vie. Et 3 ans plus tard, il se marie d'abord à Las Vegas, avec pour témoin Petula Clark et Sammy Davis Jr. Que ça. Et puis 1 an plus tard, dans l'église arménienne, dans la pure tradition. Alors la jeune femme est très timide, elle parle à peine français. Et ils sont très amoureux, mais par contre, il reste discret. C'est vrai qu'on voit très peu sa femme à la télévision. Et Charles, donc, lui, veut une grande famille. Et donc, en 69, il vient avoir sa fille, Katia, et puis suivi de 2 garçons, Misha en 71 et Nicolas en 77. Alors, d'après son fils, il disait « Mon père n'était pas un père exigeant, pas énormément de patience. Ça, c'est l'éducation, c'était plutôt l'affaire de ma mère. » Et voilà, donc c'était... C'est un artiste en même temps, peut-être pas trop lui en demander. Alors, on revient, si tu veux bien, à la chanson. Isabelle, en 1972, il écrit une chanson, mais culottée pour l'époque. Il écrit la chanson « Comme ils disent ». Alors, on chante ensemble ? Ouais. Allez. J'habitais seule avec maman dans un très vieil appartement rue Saint-Razate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Alors ça continue et puis ça fait j'ai un numéro très spécial qui finit en U intégral après striptease. Et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme haut comme ils disent. Donc une chanson qui traite donc de l'homosexualité, une première dans la façon sérieuse et sans dérision de traiter ce thème. C'est vraiment très très culotté pour l'époque, c'est quelque chose qui est tabou et lui il vient avec sa chanson et même quand il la chante sur scène, il a cette mise en scène, il a cette gestuelle. Complètement, il plante le décor, il est comme ça, on sent déjà le vieux garçon avec sa mère. Voilà. Et puis Mes emmerdes. Alors Mes emmerdes, 1912 alors. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets, en oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Magnifique. Oui, alors magnifique en 71, quand on lui demande comment il fait pour durer, eh bien il dira parce que je suis restée honnête à 100%, honnête avec le public. Mes chansons vieillissent en même temps que moi, on prend de l'âge en même temps. Je calcule mes entrées en scène. Je sais quand il faut revenir et quand il ne faut pas revenir. Je m'occupe bien du personnage Aznavour. Je fais attention à chaque détail. Il s'occupe du personnage Aznavour. C'est un personnage. C'est un personnage. Il le cultive. C'est un travailleur. Il travaille beaucoup. Il travaille chaque détail. Rien n'est laissé au hasard. Il a dit lors d'une interview avec Jacques Chancel en 1970 qu'il ne mangeait
jamais, avant d'entrer sur scène. Il ne mange d'ailleurs pas de la journée quand il joue le soir, quand il chante le soir. Il disait que quand il a débuté la chanson, il chantait. Il chantait, voilà, Il disait qu'il chantait pour pouvoir manger, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement pauvres qu'il fallait qu'il chante, il avait son cachet et puis seulement il pouvait manger. Donc il disait « Je ne mange pas, je n'ai pas de bijoux, je rentre en scène pauvre et la scène m'enrichit ». C'est beau ça comme phrase, non? C'est-à-dire qu'il n'a jamais oublié d'où il venait et il appréciait chaque chose. Et même quand il écrit, il a juste un crayon, un papier, une feuille blanche. Il disait une feuille blanche sans artifice, comme au tout début, comme si ma vie dépendait de cette chanson. Voilà, c'est ça. Mais c'est fabuleux. Moi, c'est vrai que c'est beau quand il dit je peux pas manger, je ne peux pas chanter la misère et la peine avec le ventre plein. Donc c'est extraordinaire quand même. Et c'est vrai, donc là, il rentre, et puis il faut savoir aussi, comme ça, il rentre toujours sur scène en bougonnant, énervé, pas content. C'est vrai, est-ce que tu te souviens de Znavour? Il est comme ça, il bougonne. Et c'est son personnage, hein, il voulait instaurer cette idée que soudain, il y avait quelque chose de difficile, de douloureux. Et puis, il ne faisait jamais de rappel, hein, sauf peut-être une fois en Union soviétique. Parce que c'est vrai, il est dit qu'il ne faisait jamais de rappel. Mais en Union soviétique, il en faisait parce que le public applaudissait presque pendant 25 minutes. Donc, il revenait forcément. Il était obligé. Et en 1974, donc, il connaît aussi son plus grand succès au Royaume-Uni avec sa chanson « Chi », alors qui à la base est une chanson française, hein, qui n'a pas connu vraiment du tout de succès. Ça s'appelle « Tous les visages de l'amour », mais elle est devenue en anglais, donc « Chi ». C'est devenu le générique d'une série télé, hein, donc qui a fait un énorme succès en Angleterre. Plus tard, c'est devenu aussi le générique du film Coup de foudre à Notting Hill. Oui. Chi, très belle chanson, Chi, je ne sais pas si tu la connais. Chi, voilà. Je ne connais pas les paroles en anglais, pardonnez-moi. C'est difficile, mais elle est très belle. Et donc, plus tard, voilà. Et elle va être classée numéro 1 des ventes. Donc, c'est un fait évidemment rarissime pour un artiste français. Et avec ce titre aussi, il se classe rapidement également à la 44e place aux États-Unis. Il y a La Mama qui a été chantée en anglais aussi par Ray Charles. Alors, mais ça, je ne savais pas. Eh bien, écoute, je t'invite, et j'invite les spectateurs à l'écouter, parce que Ray Charles, qui chante La Mama en anglais, c'est très, très beau. J'ai adoré. Il chante donc avec les plus grands, hein, Liza Minnelli, Luciano Pavarotti. En 97, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 98, il revisite ses anciens succès avec un ton un peu plus jazz. D'ailleurs, son album s'appelait Jazz Navour. Ouais, Jazz Navour, et puis il y a eu ses engagements politiques aussi, il ne faut pas oublier. Charles Aznavour était très engagé, notamment bien sûr pour l'Arménie, sa patrie. Depuis le terrible séisme de 1988, il n'a cessé d'apporter donc son aide et son soutien à son pays d'origine. Il a même créé une fondation, Aznavour pour l'Arménie. Sa chanson « Pour toi l'Arménie », sortie en 1989, enregistrée avec la collaboration de plus de 80 artistes, se hisse au sommet des hit-parades. Et bien sûr, il reverse tous les bénéfices à cette cause, à sa fondation. En 2001, pour le remercier, son nom est donné à une place dans le centre d'Erevan, la capitale arménienne. Et sa statue trône dans une ville qui s'appelle Gyumri, la deuxième ville d'Arménie. En 2004, il reçoit le titre de héros national de l'Arménie, la plus haute distinction du pays. Et en février 2009, il accepte donc le poste d'ambassadeur d'Arménie en Suisse sur proposition du président d'Arménie. On ne savait pas qu'il avait été aussi ambassadeur. Oui, complètement. Et en 2002, il tient le rôle principal dans son film le plus personnel, hein, d'Aharat d'Atom et Goyan, qui traite justement du génocide arménien. Alors en 2006 aussi, il est le président du jury pour le concours Eurovision de la chanson française. Et là, il va faire aussi une tournée d'adieu aux États-Unis et au Canada. Mais en 2007, donc, il repart au Japon et en Asie pour une série de concerts aussi. En 2014, pour ses 90 ans, il repart en tournée, mais passe par Israël. Oui, en 2014, 2013, 2014, il est venu, vraiment les dernières années, il est venu beaucoup. C'est vrai. Et donc voilà, Israël, l'Arménie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, la Russie, la Suisse, il fait vraiment une tournée tour du monde. Extraordinaire.
Alors, concernant la Suisse, d'ailleurs, en 1972, Charles Aznavour est au centre d'une polémique autour de son exil fiscal en Suisse, parce qu'il est parti donc s'installer là-bas. Il est inculpé de fraude fiscale et l'affaire portée devant la justice va durer vraiment plusieurs années. Un mandat d'arrêt international est même lancé contre lui, alors qu'il se trouve aux États-Unis. En 1977, il prend à partie le président du tribunal lors de son procès et il déclare « La France devrait me remercier pour tous les milliards que j'ai fait rentrer dans ses coffres. Ouais. Savez-vous que je suis le seul chanteur au monde à se produire dans 78 pays ? Toute ma vie, j'ai travaillé dur. En France, on taxe les artistes et les créateurs comme si on voulait les faire crever. » Eh bien, Charles Aznavour est relaxé suite à cette plaidoirie qu'il a faite lui-même. Oui, mais bon, quelques mois plus tard, la justice le rattrape pour une autre affaire encore. En 1979, il est condamné à une amende de 3 millions de francs et 1 an de prison avec sursis, alors pour évasion fiscale. Contrarié évidemment par cette décision de justice, il publie dans la presse un poème, une sorte de lettre ouverte au président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Et voilà, il va marquer pour avoir servi ma patrie et ma culture 3 millions et 1 an de prison. Alors oui. Alors en 2005, on lui demande quelle est pour lui quelle chanson il souhaiterait que les gens se souviennent parmi toutes celles qu'il a écrites. Il a dit c'est un choix public, ça sera le choix du public, mais celle que je préférerais, si j'avais à choisir, ce serait sa jeunesse. Alors lorsque l'on tient, peut-être que tu connais l'air parce que moi je ne le connais pas tellement. Mais c'est vrai, mais en même temps, regarde, lorsque l'on tient entre... c'est pour ça, c'est ce que... Oui, alors vas-y, chantonne. Moi, cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains plein de promesses, il faut boire jusqu'à l'ivresse. Sa jeunesse, mais c'est vrai, magnifique, c'est joli, c'est super joli. C'est ça, c'est les phrases, les textes d'Aznavour, il faut les chanter, il faut les écouter, mais parfois les lire. Oui, bien sûr, c'est des bien traits, sûr, bien alors sûr. que c'est vrai bien que sûr. c'est très bien. Alors c'est une des premières, sa jeunesse, oui. C'est une des premières chansons qu'il a écrites. D'ailleurs, il l'a écrite quand il était très jeune. Mais c'est ça. Et les gens, à l'époque, pensaient que c'était une chanson qui avait été écrite peut-être par son père. Exactement. Parce que quelqu'un de si jeune, comment quelqu'un de si jeune peut-il être aussi lucide et chanter sur la jeunesse et parler de la jeunesse de cette manière, alors qu'il l'a écrite, il devait avoir 18-20 ans. Alors voilà, c'est Charles Aznavour. C'est ça, chanter, écrire cette chanson quand on a 20 ans, c'est fabuleux. Donc voilà, et puis Charles aime la jeunesse aussi, il s'intéresse au rap, qu'il a souvent contribué à valoriser. Il aime également le slam, il a même fait un duo avec Grand Corps Malade sur le morceau « Tu es donc, j'apprends ». En août 2017, il reçoit une étoile sur le mythique Hollywood Walk of Fame, sur le Hollywood Boulevard, à Los Angeles, après avoir été contraint d'annuler des concerts en 2017 à Saint-Pétersbourg à cause d'un tour de rein, et en mai, en raison d'une fracture de l'humérus. Il donne ses derniers concerts au Japon les 17 et 19 septembre 2018, donc un peu avant son décès. Et donc, ce qui est marrant, alors Charles, lui, il assumait son âge. Il s'amusait à dire à son public, oui, ma main tremble, je suis vieux, vous verrez vous aussi quand vous serez vieux. Et c'est marrant, il assumait aussi d'avoir un prompteur et d'oublier aussi parfois les paroles. Il disait à son public, mais bon, le public le pardonnait évidemment. Et il disait « Être sur scène, c'est être vivant. Je suis heureux d'entrer sur scène et c'est pas grave. Si un jour je dois rentrer avec une canne, je danserai avec elle comme si je danse avec ma femme. » C'est magnifique et en plus, c'est un des rares chanteurs parce qu'en général, quand ils vieillissent, leur voix change et lui, sa voix, jusqu'à la dernière minute, vraiment, elle était exceptionnelle. Peut-être ce qui a pu être un handicap en début de vie s'est avéré finalement un grand atout. Et Charles Aznavour meurt donc le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans dans la baignoire de la salle de bain attenante à sa chambre, à la chambre de sa résidence secondaire, donc dans le sud de la France, à Mouriez, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, depuis une dizaine d'années, il cultivait dans cette maison, il adorait cette maison, il y cultivait des oliviers, son arbre favori. Il produisait donc lui-même son huile d'olive qu'il commercialisait. L'autopsie qui a été pratiquée sur son corps quand il est mort, c'était pour vraiment lever une hypothèse d'une noyade, révèle qu'il est mort d'un œdème pulmonaire aigu
responsable d'une défaillance cardio-respiratoire que personne n'aurait pu ni prévoir ni anticiper. C'est venu d'un coup et il est mort. Ouais. Donc c'est là, le 5 octobre 2018, que la France rend un hommage national à Charles Aznavour dans la cour des Invalides, en présence du président et du Premier ministre arménien, et puis du président français, évidemment, Emmanuel Macron, et de nombreuses personnalités, et puis évidemment de sa famille. Le 6 octobre, les obsèques ont lieu dans la cathédrale arménienne, cette Saint-Jean-Baptiste de Paris, où il a été baptisé et où il s'est marié. Il a ensuite été inhumé dans l'intimité, dans le caveau familial du cimetière de Montfort-l'Amaury. Alors, pendant ses 70 ans de carrière, Charles Aznavour a enregistré plus de 1200 chansons interprétées dans 9 langues différentes. Il a écrit, comme on l'a dit au début, coécrit plus de 1000 chansons, que ce soit pour lui-même et pour d'autres artistes. Alors, selon son site officiel, il aurait vendu 180 millions de disques. En France, il a reçu 18 disques d'or pour des ventes totales estimées à 15 millions d'euros. Il a également reçu 4 disques d'or au Royaume-Uni, 5 au Canada et 2 aux Pays-Bas. Oui, alors si on peut, il a vraiment révolutionné, il a contribué à révolutionner la chanson française, Charles Aznavour, parce que même si on a tous grandi avec cet univers Aznavour, on n'oublie pas que dans les années 60, pour lui, ça n'avait pas été évident, les années 50 plutôt, même pas été évident. Il avait fait un tube sur Je me voyais déjà en haut de l'affiche, qui raconte donc celui d'un artiste ringard, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis un autre tube sur le regard de sa femme. Mais oui, alors un type qui regarde sa femme, qui a changé, qui a vieilli, qui a grossi, qui porte des bigoudis sur sa tête. Enfin, ça fait une histoire, c'est une chanson, une histoire pareille, ça fait un énorme succès à cette époque. C'est quand même extraordinaire dans les années 50. Et puis voilà, cette phrase, t'es drôle, qu'est-ce que t'es drôle à regarder. Voilà, c'est une phrase, un parolier exceptionnel, Charles Aznavour. Il savait planter le décor dès les premiers mots, avec sa gestuelle. Il interprétait comme un acteur. Il avait l'art de capter l'attention et de parler du quotidien. L'art Aznavour, c'est aussi le dialogue amoureux, puisque combien de chansons écrites il a chantées à la deuxième personne. Il s'adresse à la personne, par exemple, dans l'une de ses premières chansons, où il s'adresse à l'être aimé, parce que tu as 20 ans, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu, parce que tu as 20 ans, etc. Donc, il a su raconter aussi de façon drôle, bon anniversaire, un anniversaire de mariage, bon anniversaire qui tourne au vinaigre et qui se passe mal. C'est drôle, mais là, pareil, il plante le décor. Quand il chante, il joue Il a su parler d'amour, bien sûr, dans toutes ses chansons, sous toutes les coutures, même de sexualité. Cette chanson, Trousse chemise, dans le petit bois de Trousse chemise, la mer était grise et tu l'étais un peu. Alors dans les années 50, ça, quand même, il fallait oser. Et puis après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. C'est une chanson bien sûr censurée sur les radios des années 50. On parlait plutôt d'amour à l'eau de rose à cette époque. C'était Luis Mariano, c'était ça. Alors oui, en plus, moi j'ai découvert, est-ce que tu te souviens de la série Manix, l'acteur Mac O'Connor? Je me souviens très bien de son visage. Voilà, et bien c'est son cousin germain, c'est dingue. Charles Aznavour, que j'ai découvert. C'est fou. Et c'est vrai que... Alors il n'a pas été que chanteur, il a été acteur, il a joué dans beaucoup de films, plus de 60 films et téléfilms. On va en citer juste quelques-uns. J'ai beaucoup moins vu ces films, tu vois. Alors moi j'ai réalisé que je les avais tous vus, ces films. Alors Tirer sur le pianiste, Un taxi pour Tobrouk, Le tambour. Qu'est-ce qui fait courir David, un de mes films préférés qu'on trouve plus malheureusement aujourd'hui, de d'Élie Chouraki. Édith et Marcel, Viva la vie. Donc il a tourné avec les plus grands. Donc Viva la vie, Édith et Marcel, c'est Claude Lelouch. Il a tourné avec Chabrol, il a tourné avec François Truffaut, Henri Verneuil, Jean-Pierre Mocky. Vraiment, quand on lui demandait dans son répertoire quelle était sa chanson préférée, enfin la chanson parfaite, et alors il disait sa jeunesse, Hier encore. Et non, je n'ai rien oublié. Ah non, je n'ai rien oublié, c'est pareil, c'est toute une histoire. C'est pareil. Voilà, Alors voilà, donc Charles Aznavour, c'est comme tu le disais, c'est des dizaines et des dizaines de chansons. On peut, avant de se quitter, juste pour le plaisir, comme ça, si tu veux, se faire quelques vers, laquelle tu veux chanter?
Écoute, laquelle tu as il y en a envie. tellement, hein, je me voyais déjà, tu te laisses aller, les comédiens, que c'est triste Venise. Mais malheureusement, j'ai pas toutes les paroles. Alors, Dis-moi. non, je n'ai rien oublié. Bon, Non. mourir d'aimer. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, De plein gré, enfoncé dans la nuit. Oui, c'est ça, il nous manque Voilà. les paroles, c'est pas grave, on ne se les a pas imprimées. Il y a, alors, bien sûr, les comédiens. Ouais, les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Mais nous, une chanson qui devrait nous arrivent. parler, c'est la chanson, tu sais, que la misère, elle est moins bien, elle est mieux au soleil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Eh bien, c'est gentil ça pour ceux qui vivent en Israël, c'est vrai. Voilà, c'est Malheureusement, ça, la vie n'est pas facile tous les jours, mais la au misère, moins- et au moins on a le soleil, on a le Exactement, soleil, on a la exactement. plage. Tu sais, Écoute, je voulais dire quelque chose aussi encore avant de te quitter, parce que j'ai bien aimé aussi cette anecdote. Tu sais qu'en 63, 64, 65, il a fait une tournée aux États-Unis, mais il a fait la tournée des universités, là où il y avait très peu, pas grand-chose à gagner, des cachets petits, voilà. Il y ça avait c'est rien à- quand tu as dit quelle année? En 63, D'accord. 64, 65, aux États-Unis, il a fait voilà, des petits budgets, il gagnait Ouais, rien. ouais. Mais pourquoi il voulait faire l'université? Parce qu'il disait quelque chose avec franchise. Il disait, ces gens-là, quand ils seront médecins, avocats, eh bien, ils viendront voir Aznavour, ils viendront à Broadway voir Aznavour, et voilà, c'est incroyable. En fait, il réfléchissait, il Ouais. anticipait, il se disait ceux-là, ils vont réussir, ils Ils vont vont avoir du réussir, fric. et là, eux, ils Moi, je viendront. vais réussir, je vais Voilà. être à Broadway et ouais. ils paieront Et pour ils venir viendront me voir voir. du Aznavour. Et donc, c'est vrai, c'est le seul artiste français qui a fait 3 fois de longues séries à Broadway, plusieurs semaines. Ouais. En 98, il a été sacré le chanteur de variété le plus important du XXe siècle, Ouais. devant Frank Sinatra, Elvis Presley et Bob Dylan, qui déclarera ce que j'ai vu de plus beau sur scène, c'est Charles Aznavour. Magnifique, voilà. Et bien voilà, on en termine par cette belle anecdote. Merci Isabelle. Écoute, moi, merci. c'était un plaisir, je suis Merci fan. beaucoup de nous avoir embarqués avec toi dans l'univers Aznavour. Et ben, à très bientôt pour un autre. Ouais, Hein, nous, on s'amuse. on s'amuse, on continue. continue. Très bien, un autre destin, femme, Ouais, on homme, verra. maintenant on va voir. Ouais, on va ouais, voir. ouais, On ouais. se limite plus à rien. Voilà, On verra. on a décidé de ça. Merci Isabelle. Merci à toi, Merci à Galit. vous de nous avoir suivis pour ce nouveau fabuleux destin. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Salut. Au revoir.